Bonjour à toutes et à tous. Et on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir David Nogueiro, qui est professeur agrégé des facultés de droit à l'Université de Paris-Descartes, membre de l'Institut Droit et Santé, responsable notamment d'un master sur les questions de contentieux et de responsabilité médicale. Vous êtes spécialiste de nombreux domaines du droit, hein, du droit des assurances, des droits des contrats, mais par rapport à nos préoccupations, c'est bien sûr votre regard d'expert sur le droit des majeurs protégés qui nous intéresse, réflexion qui se fonde d'ailleurs dans votre parcours, il me semble, sur d'abord une réflexion sur les impacts des maladies, de la maladie dans la constitution des actes juridiques. Alors, on est évidemment très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui sur votre regard, notamment sur la réception du droit international et de la controverse internationale qui a pu exister autour de l'article 12 de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Je vais redire en deux mots ce point de départ qui structure le questionnement de notre séminaire qui est pluridisciplinaire. Hein. On porte des regards plutôt de sociologie du droit, de philosophie du droit, de philosophie morale, plus que de juriste. On n'est pas, on n'est pas expert, on n'est pas expert en droit, mais bien sûr, on porte un questionnement sur la place sociale des droits et sur les transformations aussi, peut-être en termes d'anthropologie juridique, qui peuvent se nouer autour des enjeux de vulnérabilité. Alors, c'est dans ce contexte qu'on s'est particulièrement intéressé à la Convention onusienne, en tout cas pour la controverse qu'elle a suscitée par rapport à la position radicale qu'a prise le Comité des droits de cette convention en 2014, une position radicale se schématisant notamment par la demande faite aux États parties d'abolir ce qu'ils appellent les systèmes de prise de décision substitutive, hein, que peuvent représenter les mesures de tutelle curatelle, les régimes de protection, mais aussi ce qu'ils appellent les soins forcés. Alors, il nous a semblé que cette position radicale, elle méritait d'être éclairée, discutée, en tout cas de voir comment les débats, alors, au sein plutôt d'un cercle de juristes internationaux, des droits de l'homme des personnes handicapées, débats qui sont aussi un petit peu bien sûr ouverts à des spécialistes de la santé, notamment à des psychiatres, également à des professions juridiques. Comment ces débats avaient été un petit peu reçus dans le contexte français, aussi bien dans le monde académique, mais aussi bien sûr par l'action publique. Et puis, depuis on va dire, notre questionnement aussi philosophique, il nous semblait important d'essayer de les réinscrire dans une histoire longue, de la constitution du sujet de droit moderne, de la constitution de l'idée moderne de personnes de droit, de voir dans quelle mesure les prétentions, les distinctions, les confusions, peut-être, vous nous direz, David Nogueiro, faites par ce comité, invitent à prendre acte ou non de transformation à l'œuvre dans la manière de penser la personne de droit et ce sujet d'abord de droit civil, mais sujet aussi de droit, alors on pourrait dire de droits fondamentaux, en tout cas d'une pluralité de droits. Alors, il y a cette dimension un petit peu historique qui nous intéresse, avec bien sûr une centralité aussi sur le rôle qu'a pu avoir et qu'a toujours bien sûr la présomption de capacité, hein, qui est ancrée dans le Code civil au moins depuis 1804, hein, cette présomption allouée à tous les majeurs, hein, donc liée à un seuil d'âge. Hein. Donc, on a bien sûr
une réflexion aussi sur la manière dont cette présomption s'est construite, continue à se construire, et puis comment bien sûr elle se défait dans un certain nombre de circonstances. Et bien sûr qu'il y a aussi des réflexions sur les modalités de reconnaissance, d'évaluation, d'expertise des capacités qui nous intéressent dans une perspective aussi, on va dire, historique. C'est un premier axe, un petit peu de questionnement qu'on a pu déjà aussi mettre au travail avec notamment Gilles Raoul Cormeille et aussi Julien Rabachou. Et puis, on a un deuxième axe de questionnement qui est peut-être plus directement lié à des discussions de philosophie et de sociologie morale autour de justement la notion d'autonomie qui est l'envers, ou en tout cas plutôt le reflet plutôt que l'envers, le reflet de la notion de présomption de capacité, comment la controverse autour de l'article 12 vient faire écho à des débats de philosophie morale sur la manière d'ancrer, de définir l'autonomie, avec une opposition un peu forcément simpliste, mais entre une manière de regarder l'autonomie plutôt comme de manière interne, on va dire, interne à l'individu, interne à la personne humaine, versus des manières de se représenter l'autonomie qui sont fortes depuis une vingtaine d'années, notamment du côté de la sociologie morale, comme plus relationnelles, comme dépendantes, construites dans les relations avec autrui. Donc, on s'intéresse à ces représentations de l'autonomie et aussi à des implications, bien sûr, que ça a dans la manière dont les acteurs sociaux et les acteurs juridiques peuvent aussi évaluer les capacités des personnes. Et puis, on a un troisième axe de questionnement qui est un peu décalé, qui relève plutôt directement on va dire, d'une sociologie de la réception des droits de l'homme, des droits humains ou des droits internationaux, on va dire des droits internationaux, des droits de l'homme des personnes handicapées. Donc, où, bien sûr, on est très intéressé par la manière dont le débat se développe dans le contexte français, qui sont les acteurs qui se sont emparés de ce débat. Alors, bien sûr, dans le domaine des experts, des spécialistes du droit et des droits civils, aussi dans d'autres domaines, des militants du handicap, des militants ou en tout cas des instances des droits de l'homme, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Donc, bien sûr que cette dimension de réception institutionnelle et de réception par les acteurs sociaux nous intéresse, aussi dans une dimension, alors est-ce que je crois que dans notre argumentaire on ose un peu le terme de prospective, mais en tout cas de se dire cette réflexion, cette prise de distance sur la notion de sujet de droit, elle s'inscrit aussi dans l'idée que les évolutions continuent bien sûr à se faire, et comment on peut essayer de les éclairer à partir de la manière dont un certain nombre d'acteurs sociaux s'en saisissent aujourd'hui. Alors, bien sûr, on est vraiment très heureux de discuter avec vous, David Nogueiro, parce que je crois qu'on peut dire que, de manière générale, la réception de cette convention onusienne s'est faite de manière assez clivée dans le contexte français, avec d'un côté, dit de manière un peu schématique, plutôt quand même les civilistes qui se sont plutôt montrés réservés par rapport à cette convention, par rapport en opposition peut-être à d'autres acteurs portant un peu le langage des droits de l'homme plus accueillant, hein, comme par exemple le défenseur des droits ou la CNCDH que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce débat, sans doute, vous avez été la voix des civilistes la plus forte, la plus claire, sans doute la plus engagée pour dire
cette convention, en tout cas cet article 12 suscite des difficultés et peut-être menace des équilibres qui sont importants pour respecter le droit civil français dans sa manière précisément dont il considère l'autonomie et la vulnérabilité des personnes, dans un souci d'équilibre, je crois, qui vous tient à cœur, qui est peut-être, qui est justement en écart avec des positions plus radicales proposées par l'interprétation de la Convention onusienne. Alors voilà, on est vraiment heureux de pouvoir vous entendre à partir de nombreuses publications et interventions que vous avez déjà pu faire sur cette question. Je renvoie bien sûr à votre site où il y a tout un certain nombre déjà de contributions qui sont faciles d'accès, aussi bien sur avant et après la loi de 2019 qui a changé la règle relative au droit de vote des personnes en mesure de tutelle. Beaucoup plus récemment, vous nous avez envoyé, on vous en remercie, un commentaire d'arrêt tout à fait passionnant sur les questions d'insanité d'esprit, deux arrêts de la Cour de cassation assez récents de 2020 portant précisément sur des actions en nullité pour raison d'insanité d'esprit. Et puis aussi, parmi beaucoup de contributions que vous faites, une qui nous a particulièrement intéressés sur l'aptitude et la vulnérabilité pour l'association Henri Capitan, qui est une association internationale, je ne sais pas s'il faut dire de droit comparé, mais en tout cas qui permettent d'éclaircir un certain nombre d'éléments doctrinaux de manière plurinationale. Et donc, cette contribution est facile d'accès. J'invite aussi pour ceux qui seraient intéressés à regarder, consulter l'intervention que vous aviez faite aux Assises nationales de la protection juridique des majeurs, où vous interprétez aussi de manière très directe les enjeux d'évaluation de la loi de 2007 au regard des critiques qui avaient pu être faites par le défenseur des droits et par la Cour des comptes, où là aussi, il nous semble que vous avez un regard tout à fait équilibré. Alors, j'ai envie de dire, vous opposez dans cette intervention le rêve et la réalité, vous opposez à l'intérieur du rêve des rêves illusoires et des rêves réalisables. Donc, j'ai un peu envie de vous passer la main là-dessus en invitant à ouvrir la discussion sur peut-être effectivement la manière dont on peut rêver le droit civil des majeurs, des adultes. Voilà.